La marque de luxe la plus puissante au monde est française et vous la connaissez tous. Hermès. L'entreprise la plus exclusive que le luxe ait jamais connue. Tout a commencé dans des écuries. Aujourd'hui, Hermès habille plus seulement les chevaux, mais aussi les plus grandes stars de notre planète. Hermès, c'est une machine économique parfaite qui transforme le cuir en or. Une machine qui génère des milliards avec une aisance proche de l'insolence. Mais Hermès, c'est aussi une histoire de survie. Une maison qui était au bord du gouffre et qui aurait pu disparaître. Mais la maison Hermès, c'est aussi la seule parmi les grandes maisons à avoir résisté au loup en cachemire. Un homme que vous connaissez très bien. Un homme qui a tout tenté afin de s'en emparer. Une bataille de titans, une guerre d'héritiers et un duel qui marquera l'histoire du luxe. Car Hermès, c'est avant tout une dynastie. Un empire fondé par un artisan solitaire et qui, 2 siècles plus tard, appartient à près de 100 héritiers qui se répartissent une fortune colossale de 155 milliards d'euros, faisant d'eux la 2e famille la plus riche de France. Alors comment cette maison est-elle devenue la marque de luxe la plus puissante? Comment a-t-elle imposé un luxe si extrême que même les milliardaires doivent mériter leurs achats? Et surtout, Hermès peut-elle vraiment rester intouchable? Laissez-moi vous conter l'histoire de la maison Hermès. Bonjour, je suis Mounir, le fondateur de Finari. Finari, c'est une chaîne YouTube sur laquelle on vous aide à prendre le contrôle de vos finances et à développer votre patrimoine. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, il y a 75% de chances que vous ne soyez pas abonné à la chaîne. L'abonnement, ça me motive et ça motive toute l'équipe à produire encore plus de vidéos afin de vous aider à mieux gérer votre patrimoine. Alors je compte sur vous pour cliquer sur le bouton et activer la cloche. Finari, c'est aussi une application que j'ai créée pour vous aider à mieux gérer votre argent. Vous pouvez suivre tous vos placements au même endroit, compte bancaire, PEA, assurance vie, immobilier et même vos cryptos afin d'avoir une vision centralisée de votre argent. L'application Finari va aussi scanner votre patrimoine et détecter les frais cachés, les abonnements inutilisés et vous faire des suggestions afin d'améliorer votre stratégie. Enfin, vous pourrez aussi gérer votre budget et investir directement via l'application. Alors si vous voulez passer à l'action, inscrivez-vous sur finari.com ou téléchargez l'application dès maintenant. À l'aube de la dynastie, il y avait un homme. En 1801, très loin du luxe et des sacs à main iconiques, Thierry Hermès naît à Crevelt. Cette ville allemande appartenait alors à la France. Mis à part cela, on ne sait presque rien des débuts de sa vie, si ce n'est qu'à 20 ans, elle est bouleversée. Les guerres napoléoniennes font rage et aucun membre de sa famille n'est épargné. Orphelin, il quitte sa région natale et part pour la Normandie, où il deviendra artisan. Là-bas, il apprend à fabriquer des harnais qui permettaient aux chevaux de tirer les carrosses. Au fil des années, Thierry perfectionne son savoir-faire et gagne en renommée. Après 16 ans de travail acharné au service des autres, Thierry veut voler de ses propres ailes. Alors, en 1837, il ouvre son premier atelier à Paris, rue Basse du Rempart. C'est la naissance d'Hermès. Rapidement, son savoir-faire exceptionnel attire une clientèle prestigieuse, l'aristocratie française. À l'époque, Napoléon III et le baron Haussmann sont en train de métamorphoser Paris, ses boulevards et ses immeubles. Dans ce nouveau décor, les signes extérieurs de richesse deviennent essentiels. Hermès se positionne alors comme le symbole du prestige dans cette nouvelle capitale du luxe. L'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III, sera elle-même séduite et deviendra cliente de Hermès. En 1867, Thierry Hermès atteint le sommet de son art. L'Exposition universelle de Paris récompense son travail et consacre sa postérité. Quelques années plus tard, une nouvelle étape commence pour Hermès. Le fils de Thierry, Charles-Émile, reprend les rênes de l'entreprise et la fait évoluer. Il développe une nouvelle activité, la sellerie. Les affaires marchent de mieux en mieux, si bien qu'en 1880, il décide de déménager les ateliers au 24 Faubourg Saint-Honoré. Situé à 2 pas du palais de l'Élysée et des Champs-Élysées, cet emplacement est hautement stratégique pour la boutique. Et très vite, la boutique Hermès devient un incontournable pour l'élite parisienne. L'histoire ne fait que s'accélérer et au début des années 1900, c'est maintenant Émile Hermès et la 3e génération de la famille qui sont aux commandes. Émile observe le développement de l'automobile et comprend que les carrosses seront bientôt tous remplacés. Avec la disparition des carrosses, l'activité traditionnelle d'Hermès, centrée sur les chevaux, risque de devenir obsolète. Charles-Émile doit trouver une nouvelle direction pour la maison. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, il décide de se rendre aux États-Unis et visite les usines d'Henry Ford. Là-bas, il tombe sur une innovation fascinante, la fermeture éclair, installée sur un véhicule militaire. Jamais n'avait-il vu un mécanisme aussi ingénieux, capable d'ouvrir et de fermer en un instant. L'idée l'obsède et il en est convaincu, cet objet pourrait révolutionner
révolutionner la maroquinerie. Il obtient l'exclusivité de cette invention pour la France et l'utilise sur les sacs Hermès. Lors de ce voyage, Charles-Émile comprend également qu'il va pouvoir recentrer l'activité d'Hermès sur les accessoires de voyage. Mais l'innovation ne fait pas l'unanimité. Un désaccord éclate avec son frère Adolphe, qui est quant à lui très attaché au monde équestre. L'automobile est en train de révolutionner le monde et la famille Hermès doit choisir. Charles-Émile décide alors de racheter les parts de son frère et transforme Hermès en une marque de luxe plus moderne qui va surfer sur la vague de l'automobile. Mais un autre défi l'attend déjà. Il n'a que des filles et donc aucun héritier masculin ne figure dans cette 4e génération Hermès. À l'époque, une entreprise familiale se transmet de père en fils. Monsieur Hermès doit donc trouver une alternative. Il décide alors de confier les rênes de l'entreprise à ses gendres. Désormais, ce ne sera plus un Hermès aux commandes, mais un certain Robert Dumas. Et pour ne rien arranger à tout ça, la Seconde Guerre mondiale vient encore compliquer l'équation. Avec les restrictions, certains matériaux commencent à manquer, notamment les colorants utilisés pour les boîtes Hermès couleur crème. Le seul carton encore disponible, un orange bien vif, loin du style traditionnel de la maison. Faute de choix, Hermès décide d'adopter cette teinte. C'est un choix subi, mais il deviendra pourtant la signature visuelle de la maison. Robert Dumas, le gendre de la famille Hermès, désormais aux commandes, ne se contente pas de reprendre les rênes. Il va transformer la maison avec des créations iconiques. C'est lui qui va imaginer un accessoire que vous connaissez tous. Cet accessoire, c'est un foulard. Un foulard à la fois raffiné et intemporel, pensé pour traverser les générations. Le carré de soie Hermès. Pour ce faire, il s'inspire des mouchoirs de cou portés par les soldats européens. Ces mouchoirs servaient non seulement d'accessoires vestimentaires, mais surtout de guides visuels imprimés avec des schémas expliquant aux soldats comment, par exemple, démonter un fusil ou même arrêter une hémorragie. Inspiré par cet héritage militaire, le carré Hermès adopte des motifs tels que des chiens de chasse, des chevaux et même des portraits de Napoléon. Mais Robert Dumas ne s'arrête pas là. Toujours en quête d'inspiration, il se trouve en Normandie lorsqu'il est frappé par l'élégance des chaînes utilisées pour amarrer les bateaux. Inspiré par ses formes simples mais robustes, il conçoit le bracelet chaîne d'encre. Ce bracelet deviendra l'un des bijoux les plus mythiques de la maison. Un autre accessoire va lui aussi s'imposer comme un classique. La ceinture à boucle H conçue par la designer Catherine de Caroli. Reconnaissable entre mille, elle devient un symbole de raffinement adopté aussi bien par les hommes d'affaires que par les icônes de mode. Mais c'est encore un autre accessoire qui, lui, va marquer l'histoire. Le sac Kelly. Conçu par Robert Dumas dans les années 30, ce sac va devenir mythique 26 ans plus tard. En effet, la princesse de Monaco, Grace Kelly, l'utilisera afin de se protéger contre les photographes qui veulent capturer sa grossesse. L'image va faire le tour du monde. C'est un coup de com' incroyable et inespéré. Hermès décide alors de rebaptiser le sac Kelly en son honneur. L'histoire d'Hermès s'écrit désormais sous le nom des Dumas. Mais une tempête s'approche. À la fin des années 70, Hermès est au bord du gouffre. Autrefois symbole du prestige, la maison semble désormais dépassée par l'époque. Les années 60 et 70 bousculent les codes. Le prêt-à-porter explose, le luxe se démocratise et la jeunesse rejette les marqueurs de l'ancienne aristocratie. Dior, Yves Saint Laurent ou encore Gucci captent l'air du temps avec des collections audacieuses alors que Hermès de son côté paraît figé dans le temps. Les ventes ne cessent de chuter. Alors, face à cette crise, Hermès fait appel à des consultants. Ces derniers proposent plusieurs solutions radicales, délocaliser, produire en masse et même baisser les prix. Une stratégie qui aurait pu tout simplement tuer l'âme de la maison. Fort heureusement, la famille refuse. Hermès ne cédera ni à l'industrialisation, ni au prêt-à-porter. Il faut une nouvelle vision. Et c'est un jeune héritier qui va l'apporter. En 1978, Jean-Louis Dumas, 5e génération de la famille, prend les rênes de la maison. Contrairement à ses prédécesseurs, il ne veut pas seulement préserver l'héritage d'Hermès, il veut l'élever au sommet du luxe mondial. Son pari, moderniser l'image tout en misant sur l'excellence artisanale. Jean-Louis Dumas impose des règles strictes. Chaque sac continue d'être fabriqué par le même artisan de A à Z pour garantir une qualité irréprochable. Il refuse également de céder aux sirènes de la production de masse et choisit une expansion maîtrisée. En parallèle, Hermès diversifie son offre avec des vêtements, des parfums, de la joaillerie, des chaussures, dont la célèbre sandale Oran, vendue aujourd'hui à plus de 600 €, et même des montres iconiques comme l'Arceau, la Cape Cod ou encore leur H. Tous ces objets ont un point commun, une exigence absolue. Et Jean-Louis Dumas comprend un principe fondamental. Le luxe n'est pas dans la quantité, mais au contraire, dans la rareté. Contrairement aux autres maisons, Hermès ne va donc pas courir après la demande.
Les sacs iconiques ne seront pas exposés en boutique. Ils s'obtiendront uniquement sur liste d'attente. Cette frustration, savamment orchestrée, va transformer les sacs Hermès en objet de convoitise ultime. Vous commencez à comprendre, ce Jean-Louis Dumas était malin. D'ailleurs, l'une des plus grandes réussites est née dans un avion. Lors d'un vol Paris-Londres, Jean-Louis Dumas rencontre une star de l'époque, Jane Birkin, l'ex-compagne de Serge Gainsbourg. Elle transporte toutes ses affaires dans un sac en osier et lui confie qu'aucun sac ne correspond vraiment à ses besoins. Elle veut un modèle à la fois chic, mais aussi pratique, avec suffisamment d'espace pour transporter ses affaires. Inspiré, Jean-Louis esquisse un design durant ce même vol. Quelques mois de travail plus tard, Hermès revient vers Jane Birkin et lui présente un sac sur mesure, et ce sac deviendra le Birkin, le sac le plus iconique du monde. Et sous la direction de Jean-Louis, Hermès décide de s'internationaliser. Des boutiques ouvrent à New York, à Tokyo, à Séoul. Chaque boutique combine subtilement l'identité de la marque et la culture locale. Le pari est gagné. Hermès redevient une référence du luxe. Ce succès fulgurant propulse Hermès au sommet, mais un autre défi apparaît, la famille elle-même. À mesure que l'entreprise prospère, le nombre d'héritiers explose. Ils sont désormais près de 70 à se partager l'héritage. Or, tous ne partagent pas la même vision. La famille se divise en 3 branches principales. Les Dumas, historiquement aux commandes, les Puech, qui gèrent la holding familiale, retenez bien ce nom, et les Guérand, qui eux passent pour les flambeurs de la famille. Certains cousins, eux, ont préféré s'éloigner. Ils sont exilés dans des paradis fiscaux où ils se contentent de percevoir leurs dividendes. Jean-Louis Dumas comprend que la cohésion est fragile. Certains héritiers veulent vendre, alors il décide de prendre les devants. En 1993, Hermès entre en bourse. Au départ, seulement 4% du capital est mis en vente, mais ce chiffre va monter petit à petit dans les années suivantes. Ça s'appelle le flottant. Officiellement, cette décision permet de lever des fonds afin de financer l'expansion mondiale. Comme pour les sacs, la demande est immense. Elle est 30 fois supérieure à l'offre disponible. Mais ce n'est pas tout. L'introduction en bourse offre aussi et surtout une porte de sortie aux héritiers désireux de vendre. Et c'est là que la mécanique va se gripper. Certains héritiers veulent préserver Hermès, d'autres cherchent surtout à monétiser leur héritage. Certains veulent vendre pour financer leur train de vie luxueux et d'autres tout simplement pour payer leurs impôts. Au fil des années, une importante partie du capital va quitter les mains de la famille. Pour autant, la maison pense être protégée. En effet, ils ont mis en place un dispositif. Tout actionnaire possédant plus de 0,5% de Hermès doit se déclarer. L'objectif est simple, empêcher que quelqu'un prenne le contrôle de l'entreprise sans que la famille ne s'en rende compte. Pourtant, une brèche vient de s'ouvrir. Une brèche que personne ne voit. Cette brèche, un certain prédateur tapis dans l'ombre ne tardera pas à l'exploiter. Nous sommes le 23 octobre 2010, un samedi matin, et le téléphone sonne chez Bertrand Puech. Bertrand Puech, c'est le représentant de la famille Hermès. À l'autre bout du fil, une voix calme mais tranchante s'annonce. « Cher ami, c'est Bernard Arnault. Je m'apprête à déclarer que j'ai acquis 17% de votre société. Je me réjouis que nous puissions désormais être associés. » Bertrand Puech manque de s'étouffer. Bernard Arnault, l'homme derrière l'empire LVMH? Chez Hermès, on a toujours regardé LVMH avec une certaine condescendance. Pour eux, le luxe ne se vend pas en masse et encore moins avec beaucoup de logos. Chez Hermès, on cultive la rareté et l'excellence artisanale. Bref, c'est l'opposé des stratégies commerciales agressives, selon eux, de LVMH. Mais Bernard Arnault n'est pas n'importe qui. Depuis 25 ans, il a bâti l'empire LVMH en absorbant Dior, Vuitton, Givenchy, Fendi et bien d'autres marques. Bernard Arnault admire Hermès autant qu'il la convoite. Son rêve, ajouter la plus prestigieuse des maisons d'artisanat à son empire. Alors, comme à son habitude, il a frappé sans prévenir. Depuis 2001, LVMH préparait une opération secrète pour racheter Hermès. Baptisé Mercure, en référence au dieu messager du commerce, cette stratégie visait à exploiter les divisions familiales. Le plan d'LVMH était simple, identifier les héritiers prêts à vendre et profiter de leur dispersion afin d'accumuler des actions en douce. Mais comment Bernard Arnault a-t-il pu contourner la règle des 0,5% dont je vous parlais tout à l'heure? Cette règle, vous vous souvenez, elle oblige les personnes dépassant ce seuil à se déclarer auprès de la famille. Eh bien, la réponse se trouve dans la crise financière de 2008. Profitant d'actions à prix bradé, Bernard Arnault signe un contrat avec 3 banques, Société Générale, Crédit Agricole et NextGen.
Ces banques vont acheter des actions Hermès pour lui via des sociétés écrans au Panama, au Luxembourg et au Delaware. Officiellement, ces actions ne sont pas à lui, il a juste la possibilité de les racheter plus tard contre une commission. Le pari est risqué, mais il est parfaitement exécuté. 2 ans plus tard, les actions Hermès ont pris énormément de valeur. Bernard Arnault active alors son option et récupère 17% d'Hermès sans que personne n'ait rien vu venir. Et là, le piège vient de se refermer sur la famille. Dans les bureaux d'Hermès, c'est le choc. Les héritiers se rendent compte qu'ils se sont fait avoir. Des membres commencent à réaliser qu'ils sont suivis, leur résidence prise en photo, on murmure même que certaines lignes téléphoniques sont sur écoute. L'ambiance vire à la paranoïa. Il faut agir et vite. Le 14 décembre 2011, 51 héritiers se réunissent dans un grand salon parisien. Ils n'ont pas le choix, s'ils veulent sauver Hermès, ils doivent s'unir. Ce jour-là, ils créent H51, une holding conçue pour verrouiller leur contrôle sur la maison. Concrètement, 50% des parts familiales sont regroupées avec une règle stricte, elles vont rester bloquées pendant 20 ans. Cela représente 8 milliards d'euros immobilisés, une fortune dont ils ne pourront plus disposer pour financer leur train de vie. Et ce n'est pas tout. Un tiers des bénéfices devra obligatoirement être réinvesti dans l'achat d'actions flottantes, donc disponibles sur le marché, afin d'éviter qu'un investisseur extérieur ne s'en empare. C'est un immense sacrifice, mais c'est le seul moyen d'assurer l'indépendance de la marque. Quand vient le moment de voter cet accord historique, toute la salle se lève comme un seul homme. Bernard Arnault vient de prendre un mur. Mais il n'a pas dit son dernier mot. La famille lui demande de revendre ses parts. Il refuse. Alors Hermès joue sa dernière carte, attaquer en justice et saisir l'AMF, autrement dit le gendarme de la bourse française. Après une enquête, le verdict tombe en 2014. LVMH est condamné à 8 millions d'euros d'amende pour son montage considéré frauduleux. La société est aussi obligée de revendre ses actions. Bernard Arnault s'exécute, mais malgré cette amende, il en sort grandement gagnant. Entre 2010 et 2014, la valeur d'Hermès a doublé. En revendant ses parts, Bernard Arnault aura empoché 3,4 milliards d'euros de bénéfices. Pour Hermès, cela reste néanmoins une victoire historique. Grâce à cela, ils deviennent l'un des grands noms du luxe à avoir échappé à LVMH. Mais la guerre entre les deux maisons est loin d'être terminée. Aujourd'hui encore, les tensions sont très vives entre les deux groupes. Quand un emplacement stratégique se libère pour installer une boutique à Paris ou à New York, Hermès et LVMH se battent quasi systématiquement pour l'obtenir, juste pour empêcher l'autre de s'y installer. Et Bernard Arnault, dans tout ça, il n'a pas oublié. Cette manœuvre a laissé de lui une image de prédateur qui tente des prises de contrôle hostiles sur des maisons familiales. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il agit ainsi. Depuis les années 80, on le surnomme le loup en cachemire. Un surnom qu'il a gagné après son rachat très controversé du groupe Boussac et de la marque Dior. Sur cette opération, très habile, il n'avait fait preuve d'aucun scrupule. Si vous voulez comprendre comment Bernard Arnault est devenu l'homme le plus puissant de l'industrie du luxe et aussi l'homme le plus riche du monde, je vous mets ma vidéo juste ici. Une chose est sûre avec Bernard Arnault, il n'aime ni les demi-échecs, ni les demi-victoires. Et surtout, il a tout son temps. Ses enfants sont en place, prêts à poursuivre son œuvre. LVMH est une machine bien huilée et ses moyens sont quasi illimités. Alors on peut se demander si la guerre entre Hermès et LVMH est vraiment terminée ou si ce n'est qu'une question de temps avant que LVMH repasse à l'attaque. Aujourd'hui, Hermès est un géant économique. Avec plus de 22 000 employés dans le monde, dont plus de 7 000 artisans, la maison fonctionne comme une véritable armée du luxe. 62% des employés sont en France, répartis sur 60 sites de production, principalement en zone rurale. Ces ateliers sont très appréciés et très utiles dans la dynamisation des régions. Côté finance, les chiffres donnent tout simplement le vertige. Hermès est valorisé à près de 300 milliards d'euros, se rapprochant dangereusement de LVMH et ses 350 milliards. Un exploit quand on sait que LVMH possède 75 marques contre une seule pour Hermès. Et si vous voulez devenir actionnaire, eh bien préparez-vous à débourser près de 3 000 euros par action. L'année 2024 a été un triomphe pour Hermès. 15,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 15%, 4,6 milliards d'euros de bénéfices, un record. Conséquence, pendant que LVMH reculait de près de 13% sur l'année, Hermès progressait de 15 à 20% en bourse. Sur 5 ans, le titre a augmenté en moyenne de 30% par an. Et sur 25 ans, LVMH a fait x10 quand Hermès a fait x65. La différence est colossale. Mais cette valorisation pose des questions. Le ratio cours sur bénéfice, aussi appelé PE, dépasse aujourd'hui les 60. En clair, cela signifie que les investisseurs sont prêts à payer 60 euros chaque euro de bénéfice. Ce PE est tellement élevé qu'il est même supérieur à celui de Nvidia,
seulement à 53, pourtant considéré comme un titre très volatile. En revanche, la société est très peu endettée avec seulement 13% de dette par rapport à ses capitaux propres. Résultat, les actionnaires s'en mettent plein les poches. Hermès va verser un dividende exceptionnel de 26 € par action en 2024, donc 10 € de dividende exceptionnel. L'impact est gigantesque pour la famille Hermès qui va récolter près de 5 milliards d'euros de dividendes rien que cette année. Mais alors comment la maison fait-elle pour être aussi rentable ? D'abord, la marque ne fait presque pas de publicité. Contrairement à Chanel, Gucci ou encore Louis Vuitton qui investissent des millions en marketing, Hermès dépense très peu. Ensuite, Hermès ne vend pas en gros. Pas de distributeur, pas de boutique partenaire, pas d'intermédiaire. Tout se fait exclusivement dans ses propres magasins. Résultat, 100% des profits restent dans la poche de la maison. Et enfin, Hermès affiche une marge tout simplement exceptionnelle. Avec près de 40% de marge opérationnelle, la maison surclasse LVMH qui tourne de son côté aux alentours des 22%. Mais s'ils gagnent autant d'argent, pourquoi ne produisent-ils pas plus de sacs ? Eh bien parce qu'Hermès contrôle strictement le volume de production. Augmenter l'offre tuerait la désirabilité de ses produits. Un sac Birkin ou un sac Kelly, ça ne s'achète pas comme un produit de luxe, ça se mérite. Il faut être client fidèle et acheter d'autres articles Hermès avant d'être invité à acquérir un sac iconique. Les listes d'attente sont interminables, certains clients attendent des années avant de décrocher un rendez-vous en boutique et peut-être obtenir enfin le droit d'acheter le modèle qu'ils veulent. Résultat, les sacs Hermès prennent de la valeur. Un sac Birkin neuf peut se revendre 2 à 3 fois son prix sur le marché d'occasion. Les modèles les plus rares atteignent même plus de 300 000 € aux enchères. Là où d'autres marques ouvrent des centaines de boutiques par an, Hermès prend son temps. Les ouvertures sont ultra sélectives, uniquement dans des emplacements stratégiques comme Madison Avenue à New York. Chaque boutique est unique et doit s'adapter au mode de vie local. Mais le mieux dans tout ça, c'est que les crises n'affectent pas Hermès. En 2008, Louis Vuitton, Gucci ou Chanel ont souffert. Hermès, elle, continuait de prospérer. En 2020, alors que le marché du luxe s'effondrait de 20%, Hermès restait stable. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce que ses clients sont ultra fidèles et insensibles aux crises. Rappelez-vous, ce sont surtout des gens très fortunés. Et en plus, les sacs sont perçus comme des investissements. Certains experts estiment que les sacs Hermès les plus prestigieux prennent en moyenne 14% de valeur par an, mieux que la bourse. Beaucoup pensaient que la Gen Z ou les Millennials allaient délaisser Hermès pour des marques plus modernes comme Jacquemus ou Off-White, mais c'est tout l'inverse. Les jeunes ultra riches se battent désormais pour entrer dans le cercle très fermé des clients Hermès. Aujourd'hui, Hermès est bien plus qu'une marque de luxe. C'est la marque que beaucoup considèrent comme la dernière vraie marque du luxe. Là où d'autres ont cédé à la pression de la croissance rapide, Hermès a choisi la patience. Là où le luxe est devenu une industrie, Hermès a gardé son âme artisanale. Là où tout se démocratise, Hermès reste l'ultime privilège. C'est cette intransigeance qui fait d'Hermès une légende. C'est un monument français, une forteresse imprenable qui a résisté au vent du changement et aux plus redoutables prédateurs du secteur. C'est véritablement le dernier empire familial du luxe. Un empire si puissant que la famille Hermès est aujourd'hui la deuxième plus grande fortune de France avec près de 155 milliards d'euros. Et cette fortune, elle fait des envieux. L'arrière-petit-fils de Thierry Hermès s'est vu subtiliser 6 millions de titres dans un coffre en Suisse, l'équivalent de 16 milliards d'euros au cours d'aujourd'hui. Vous le voyez, Bernard Arnault n'est pas le seul qui lorgne sur Hermès. La famille Hermès a gagné la bataille du luxe, mais elle n'a pas encore gagné la guerre. Si cette histoire vous a plu, je vous laisse avec l'histoire d'une autre grande famille française, une famille qui est dans une toute autre industrie. Ils produisent des avions de combat légendaires comme le Rafale, leur nom vous le connaissez déjà, les Dassault.